Bonjour et bienvenue sur math-sup.fr. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à trouver le sup ou l'inf d'un ensemble donné et à le démontrer formellement. La vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais utiliser uniquement la définition du sup et de l'inf non formelle, c'est-à-dire sans utiliser les pour tout epsilon, etc. Et dans la deuxième partie, je vous donnerai un exemple où on utilisera les epsilon. Alors je vous rappelle rapidement ce que sont les définitions non formelles du sup et de l'inf. Si vous prenez X un sous-ensemble de R, alors je vous rappelle que le sup de X, c'est le plus petit des majorants de grand X. Et l'inf de grand X, c'est le plus grand des minorants de grand X. Dans cette vidéo, vous devrez impérativement savoir ce que c'est qu'un majorant. Alors je vous le rappelle très rapidement. M major grand X, si et seulement si, pour tout X appartenant à grand X, X est plus petit que grand M. Et on utilisera aussi la définition d'un non-majorant, c'est-à-dire la négation de cette phrase-là. Donc M ne majore pas grand X, si et seulement si. Donc si on prend la négation de ceci, c'est il existe un X appartenant à grand X, tel que petit x est strictement plus grand que grand M. Chose qu'on lira, eh bien, le grand M peut être strictement dépassé par un élément de grand X. Évidemment, on peut écrire la même chose pour un minorant, je vous laisse faire sur une feuille de papier chez vous. Commençons avec ce premier exemple. Ici, on nous demande de donner le sup de l'intervalle 0,1 ouvert en 1, c'est-à-dire le donner sans démonstration, et de montrer que le résultat qu'on a trouvé intuitivement avec des dessins est effectivement le sup. Alors cet exemple, je vais le traiter en faisant deux rédactions différentes. Une rédaction que j'appellerais rédaction semi-formelle, c'est-à-dire en utilisant des dessins, on arrive à un résultat et on le démontre. Et une rédaction purement formelle, que je ferai dans la séquence suivante. Alors, pour traiter ça, d'abord, il faut faire un petit dessin. Traçons l'intervalle 0,1. Et puis, cherchons le sup. Alors, qu'est-ce que c'est que le sup, intuitivement? C'est le machin le plus à droite de l'ensemble que l'on considère. Donc, de manière totalement intuitive, on se dit, ça va être 1. Donc, sup de 0,1, c'est 1. Mais bon, là, il n'y a pas beaucoup de démonstrations, il n'y a pas de preuves, donc il faudrait un argument un peu plus solide que ça. C'est là où je vais vous faire une démonstration semi-formelle. Je vous expliquerai après pourquoi j'appelle ça une démonstration semi-formelle. Donc, démonstration semi-formelle. La démonstration semi-formelle repose sur la définition du sup. Qu'est-ce que c'est que le sup? C'est le plus petit des majorants. Alors, essayons de voir quels sont les majorants de cet ensemble. Si on regarde ici, on voit que lui c'est un majorant, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Donc si on devait déterminer tous les majorants possibles, on verrait que c'est tout cet ensemble-là. Donc on va dire l'ensemble des majorants de 0,1, eh bien c'est tout simplement l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le sup? Le sup, c'est le plus petit de tous les majorants. Eh bien, le plus petit majorant, eh bien, on voit que c'est 1. Le plus petit majorant est donc 1. Conclusion, le sup de l'intervalle 0,1 ouvert en 1 est égal à 1. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas rigoureux, ça marche bien, pourquoi c'est seulement semi-formel?
Alors c'est semi-formel parce que j'ai affirmé, sans le démontrer, que l'ensemble des majorants, c'est lui. Mais j'ai pas fourni de preuve à ça, j'ai juste regardé le dessin et j'ai dit ouais on voit bien que c'est l'ensemble des majorants. Mais il n'y a pas de preuve. Donc il y a un mi-chemin entre le visuel et le formel. Alors si maintenant vous voulez une preuve réellement formelle, c'est ce que je vais vous donner dans la séquence qui suit. Alors ici j'ai juste recopié l'énoncé de la séquence précédente, j'ai remis le dessin de l'intervalle 0,1, et on veut montrer formellement, rigoureusement, que la borne sup de l'intervalle 0,1 c'est effectivement 1. Donc là encore, j'ai remis la définition du sup, et j'ai rajouté ce petit résultat que j'avais mis en préambule, M ne majore pas l'ensemble grand X si vous pouvez trouver un élément de l'ensemble grand X qui est strictement au-dessus de grand M. Alors, comment on va montrer que 1, qu'on a trouvé intuitivement, est effectivement la borne sup de l'intervalle 0,1 ouvert en 1? Alors, examinons la définition du sup. Le sup, c'est quoi? C'est un majorant, et c'est le plus petit possible. Donc, si on veut montrer que 1 est effectivement la borne sup de l'intervalle 0,1, il va falloir montrer que 1 est un majorant et que c'est le plus petit possible. On va commencer par montrer que c'est un majorant parce que c'est en fait ce qu'il y a de plus simple à faire dans les deux étapes. Donc, première étape, 1 majore l'intervalle 0,1. Alors pourquoi c'est vrai? Alors sur un dessin, on voit immédiatement, vous voyez, tous les éléments qui sont dans l'intervalle sont plus petits que 1. Et bah, il suffit juste de l'écrire avec des quantificateurs. Pour tout x dans l'intervalle 0,1, x est compris entre 0 et 1, donc en particulier, il est inférieur ou égal à 1. Alors il est même strictement plus petit que 1, mais pour un majorant, j'ai juste besoin de inférieur ou égal. Donc, 1 majore l'intervalle 0,1. Deuxième étape, il faut montrer maintenant que 1 est le plus petit possible. 1 est le plus petit. Alors là, c'est un peu moins évident. On voit bien sur le dessin que c'est le plus petit, parce que si on descend, bah c'est plus un majorant. Vous voyez, l'élément qui est là, il majore plus, là, l'ensemble 0,1. Pareil, si je le prends là, il majore plus. Et bien, quand on a dit ça, on a exactement la stratégie de la preuve. On va montrer que tout élément qui est strictement plus petit que 1 n'est pas un majorant. Montrons que, quel que soit m strictement plus petit que 1, m ne majore pas grand X. Alors là, il faut se souvenir, qu'est-ce que ça veut dire m ne majore pas grand X? Ben, ça veut dire que à chaque fois, je vais pouvoir trouver un élément de l'ensemble. Alors ici, grand X, c'est 0,1. À chaque fois, je vais pouvoir trouver un élément de l'ensemble qui est strictement au-dessus de grand M. Alors je vais distinguer deux cas de figure. Les M qui tombent ici et les M qui tombent là. Je vous rappelle, les M doivent être strictement plus petits que 1. Donc ils peuvent être soit là, soit là. J'expliquerai après pourquoi je fais deux cas de figure. Alors premier cas de figure, si M est strictement négatif. Alors si M est strictement négatif, c'est-à-dire ici, bah, on voit immédiatement qu'il y a des éléments de 0,1 qui sont strictement au-dessus. Je vous rappelle, M ne majore pas X, ça veut dire qu'il faut montrer qu'il y a des éléments de l'ensemble qui sont strictement au-dessus. Eh bien oui, là il y a des éléments de l'ensemble qui sont strictement au-dessus. En particulier, il y a 0. Donc M ne majore pas 0,1. Alors on va dire ça. 0 appartient à l'intervalle 0,1. 0 est strictement au-dessus de M. Donc M ne majore pas l'intervalle 0. Maintenant, regardons le deuxième cas de figure lorsque grand M est ici. Deuxième cas. Si M est dans l'intervalle 0 fermé,
1 exclu. Je vous rappelle qu'il faut prendre des m strictement plus petits que 1. Dessinons un grand M. Alors oublions celui-là. Est-ce que grand M est un majorant? Ben non, c'est pas un majorant parce qu'il y a des gens au-dessus. Alors il faudrait en trouver un. Ben, il y en a un qui est tout indiqué, par exemple vous mettez au milieu ici. M plus 1 sur 2. M plus 1 sur 2 est strictement au-dessus de M, et M plus 1 sur 2 est dans l'intervalle 0,1. Donc grand M n'est pas un majorant. Voilà ce qu'on va dire. M est strictement plus petit que M plus 1 sur 2, et M plus 1 sur 2 est dans l'intervalle 0,1. Alors, ces affirmations-là, je les ai faites avec le dessin, mais on peut vraiment les démontrer formellement en faisant des petits encadrements. Pour pas rallonger interminablement la vidéo, je ne le fais pas, mais vous pouvez le faire sur un petit bout de papier. Donc on a ceci. Donc, M ne majore pas 0,1. Alors on fait la synthèse. Donc, lorsque M est strictement négatif, il ne majore pas 0,1. Lorsque M est dans 0,1, il ne majore pas 0,1. C'est-à-dire ça marche ni ici, ni là. Donc en fait, ça ne marche pour aucun M strictement plus petit que 1. Donc pour tout M strictement plus petit que 1, M ne majore pas l'intervalle 0,1. Par conséquent, 1, c'était bien le plus petit. Donc, 1 est le plus petit des majorants de 0,1. Et le plus petit des majorants de 0,1, c'est en fait la borne sup. Conclusion, le sup de 0,1, c'est égal à 1. Et on a démontré formellement que le sup était bien égal à 1. Alors, je voulais juste revenir pour vous dire pourquoi il y a deux cas de figure là. Pourquoi l'argument, par exemple, qui est ici, ne marche pas tout le temps. Vous voyez, j'avais pris un M et je m'étais mis au milieu. Ben, l'argument qui est ici ne fonctionne pas si vous prenez votre M trop loin à gauche. Regardez, si vous prenez M ici, et si vous mettez au milieu de grand M et de 1, votre M plus 1 sur 2, il est à peu près ici. Et vous voyez, alors M plus 1 sur 2, il est bien strictement plus grand que M. Mais pour que ça ne marche pas, il faudrait que M plus 1 sur 2 soit dans l'intervalle. Je vous rappelle, on cherche un élément de l'ensemble qui est strictement au-dessus de M. Donc l'élément trouvé, il est bien strictement au-dessus de M, mais il n'est pas dans l'ensemble. C'est pour ça que j'ai besoin de faire deux cas de figure. Quand je suis là, quand je suis ici, un cas de figure. Quand je suis là, un autre cas de figure. Alors considérons ce nouvel exemple. Cette fois-ci, je vais vous demander de trouver un inf visuellement et de le démontrer. Et comme dans le cas de figure précédent, on va faire une démonstration semi-formelle et une démonstration formelle. Premièrement, pour trouver l'inf, il va falloir dessiner l'ensemble. Alors, je vais placer 0 sur mon dessin, mais alors faites attention, 0 n'est pas dans cet ensemble-là, puisque vous voyez, vous avez tous les 1 sur n, et il n'y a aucun moyen d'atteindre 0 avec 1 sur n. Donc c'est juste pour me repérer. Si vous prenez n égale 1, vous avez 1 sur 1, donc 1 est dans x. Si vous prenez n égale 2, vous avez 1 demi, donc 1 demi est dans x. Si vous prenez n égale 3, vous avez que 1 tiers est dans x. Puis après un quart, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, etc. Donc l'ensemble x, c'est tous ces points-là, tous ces petits points qui tendent vers 0. Mais attention, j'insiste bien, 0 n'est pas dans grand X. Alors si on devait vous dire quelle est la borne inf de manière totalement intuitive. La borne inf, c'est le truc le plus à gauche possible. Alors le truc le plus à gauche, c'est 0 en fait. Alors je vous rappelle, une borne inf n'est pas nécessairement dans l'ensemble, ça peut être juste à côté. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La borne inf, c'est le truc le collé le plus à gauche, c'est 0. Donc ça, c'est l'approche intuitive.
Maintenant, on aimerait une démonstration un chouïa plus rigoureuse. Donc on va faire comme tout à l'heure, une démonstration semi-formelle. Démo semi-formelle. On va partir de la définition de la borne inf. La borne inf nous dit c'est le plus grand des minorants. Donc on va chercher tous les minorants de l'ensemble grand X. Alors quand on regarde les minorants, ah bah oui, il y a lui. Ouais, lui, il est plus petit que tous les autres. Il y a lui aussi, lui aussi, lui aussi, etc. Donc si on cherche tous les minorants, bah intuitivement, ça a l'air d'être ça, là. Tout cet ensemble-là. On va l'écrire. L'ensemble des minorants de grand X est l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, la borne inf, c'est le plus grand des minorants, donc on va chercher le plus grand élément de cet ensemble-là. Bah, le plus grand, c'est 0. Le plus grand des minorants est 0, donc la borne inf de x est égale à 0. Et je répète, hein, c'est une approche semi-formelle parce que on a mixé le visuel à cet endroit-là, on a affirmé sans démontrer que l'ensemble des minorants c'est ceci. On l'a mixé avec la définition abstraite de l'inf pour en déduire le résultat. Maintenant, on va passer à la démonstration formelle pure et dure. Alors ici, j'ai juste un recopier l'énoncé, refait rapidement le petit dessin de tout à l'heure, rappeler la définition de l'inf, et j'ai rajouté ce petit résultat. M ne minore pas l'ensemble grand X si vous êtes capable de trouver un élément dans l'ensemble grand X qui est strictement en dessous de M. On va s'en servir exactement comme dans le premier exemple où on avait utilisé M ne majore pas grand X. Alors si vous voulez essayer de produire une rédaction, vous pouvez y aller, hein. C'est exactement comme le premier exemple. C'est la même stratégie, sauf qu'au lieu de travailler avec des majorants, on va travailler avec des minorants. Il y aura quand même un endroit, un petit passage, un petit peu technique pour la démonstration. Mais en dehors de ce petit passage, toute la structure est la même. Alors, il faut montrer que 0, le 0 qu'on a trouvé visuellement, est effectivement la borne inf de grand X. Pour faire ça, il faut montrer que, alors je vous rappelle, hein, la borne inf, c'est le plus grand des minorants, donc il faut montrer que 0 est un minorant, et que c'est le plus grand des minorants. Donc deux étapes. Première étape, 0 minore grand X. 0 est un minorant de grand X. Alors regardons grand X. Dans grand X, vous avez des éléments de la forme 1 sur n avec n des entiers naturels. Les entiers naturels, eh bien, ils sont tous positifs, donc les 1 sur n aussi. Et donc, tous les éléments de grand X sont au-dessus de 0. Ou, ce qui revient au même, 0 est en dessous de tous les éléments de grand X, ça veut dire que 0 minore grand X. Alors il faut écrire ça formellement, mais c'est très facile, hein. Vous dites, pour tout n dans n étoiles, 1 sur n est positif, c'est-à-dire 0 est en dessous de tous les éléments de grand X, donc 0 minore grand X. Maintenant, on passe à l'étape la plus difficile. Il faut montrer que 0, c'est le plus grand de tous les minorants. Donc deuxième étape, 0 est le plus grand minorant. Alors, pour montrer que c'est le plus grand minorant, eh ben, il suffit de montrer qu'il n'y a pas de minorant plus grand que lui. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un élément qui dépasse strictement 0, ça n'est plus un minorant. Donc on va montrer que pour tout petit m strictement positif, petit m ne minore pas x. Et on va utiliser cet encadré là. Comme pour le premier exemple, on va distinguer deux zones. La zone qui est ici, qui contient en fait l'ensemble grand X, et puis la zone ici. Alors premier cas.
On va commencer par le cas le plus facile. Si petit m dépasse strictement 1. Donc je me place ici. Regardons sur un dessin. Plaçons un petit m. Je veux montrer que petit m n'est pas un minorant. Ça veut dire qu'il existe un élément de l'ensemble grand X qui est strictement en dessous de petit m. Alors regardons, petit m est strictement au-dessus de 1, et 1 est dans grand X. Il est donc strictement en dessous de petit m. Petit m ne peut pas être un minorant. On écrit ça. 1 est dans grand X. 1 est strictement en dessous de petit m. Donc, m ne minore pas grand X. Maintenant, on va passer au cas le plus difficile, lorsque je me balade ici. Deuxième cas. Si m, alors il faut que m soit strictement positif, donc je vais prendre 0 exclu et 1 inclus, parce que je ne l'avais pas pris dans le premier cas. Si m est dans cet intervalle-là, alors essayons de visualiser. Si par exemple petit m est ici, ah bah c'est pas un minorant, puisque vous voyez, 1 demi est strictement en dessous. Si m, par exemple, était ici, ah bah c'est pas un minorant, parce qu'il y a 1 tiers qui est strictement en dessous. Et si m est là, etc., etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a un élément, mais qui va être différent en fonction de la position de m dans cet ensemble. Alors c'est pas évident. Alors on va essayer de retraduire ça formellement. Qu'est-ce qu'on veut montrer finalement? On veut montrer qu'il existe un élément de grand X qui est strictement dessous de petit m. On va l'écrire, on veut montrer qu'il existe un élément de grand X. Alors les éléments de grand X, ils s'écrivent comme 1 sur n, tel que 1 sur n est strictement plus petit que petit m. Voilà ce qu'il faut trouver. Sauf que là, on voit pas trop. Comment on démarre? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un brouillon et on va torturer ce truc-là pour trouver une idée. Allons-y. On va réécrire un petit peu les choses. Donc m doit être dans 0, 1. N, ça doit être un entier naturel. Et on se pose la question, eh bien, est-ce qu'on peut toujours trouver un n? Donc, est-ce qu'on peut trouver un n dans n étoiles tel qu'on a ça? Comme ça, on ne sait pas. Alors on va transformer un petit peu notre problème. Et si on inversait là le machin? On pourrait passer à l'inverse, ça nous donnerait n plus grand que 1 sur m. Alors j'écris ça, mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, j'ai le droit de le faire parce que ces deux quantités sont strictement positives. Donc il n'y aura pas de souci. Je passe à l'inverse, ça change le sens de l'inégalité. Et le problème est devenu celui-ci. Lorsque j'ai 1 sur m, est-ce que je peux trouver un entier naturel non nul qui est strictement au-dessus de lui? La réponse c'est oui. Et il y a un objet qui nous dit que ça marche tout le temps. C'est la partie entière. Alors je vais le dessiner vite fait. Vous prenez 1 sur m. Et vous savez automatiquement que 1 sur m est compris entre la partie entière de 1 sur m et strictement plus petit que la partie entière de 1 sur m plus 1. Donc vous avez bien que 1 sur m est plus petit que lui. Cet objet-là, vous savez que c'est un entier relatif. Ah oui, mais vous me dites, ouais, mais ça va pas, moi je veux un entier naturel. Ah oui, mais lui il est positif là, moins 1 sur m. Comme il est positif, lui ça va être un entier naturel, c'est-à-dire un entier positif. Vous rajoutez 1 à lui. Ah vous êtes sûr qu'il est non nul. Et ça commence à être pas mal. 1 sur m va être plus petit que cette chose-là. Cette chose-là, je vais l'appeler petit n. Et j'aurai gagné en revenant en arrière. Alors là, vous êtes peut-être un petit peu paumé, mais c'est normal. C'est mon brouillon, c'est sale, c'est écrit dans tous les sens. Mais l'idée essentielle, c'est de retenir que j'ai trouvé un n, qui va être celui-ci. Alors je vais l'écrire proprement dans la rédaction. Et peut-être que là, vous arriverez à mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors je dis ceci, posons
n égale partie entière de 1 sur m plus 1. Ça, c'est positif. 1 sur m est positif. Donc, E de 1 sur m, c'est un entier positif, c'est-à-dire que c'est un entier naturel. Vous rajoutez 1, vous êtes sûr qu'il sera non nul. Et ça, je l'ai appelé n. Donc n appartient à n étoiles. Ensuite, de plus, ça c'est par propriété de la partie entière. Vous savez que 1 sur m, c'est toujours strictement plus petit que la partie entière de 1 sur m plus 1. Alors je vous rappelle, je l'ai appelé n. Vous inversez cette chose-là, c'est possible parce que ces deux choses sont positives. Donc ça fait m qui va être strictement plus grand que 1 sur n. Faut pas oublier d'inverser le sens de l'inégalité. Et qu'est-ce que vous avez montré? Que m est strictement au-dessus de 1 sur n. 1 sur n, c'est un élément de x. Et poum, on a gagné. C'était exactement ce qu'on voulait là. M est au-dessus d'un élément de grand X. Donc M ne minore pas grand X. Donc M ne minore pas grand X. Je fais juste une pause là. Ça c'est pour ceux qui s'arrachent les cheveux et qui se disent oh, je vais jamais penser à un truc pareil. Ne vous inquiétez pas. En général, quand on aborde de la borne inf et la borne sup, c'est plutôt en début d'année. Mais c'est des choses que vous allez revoir quand vous jouerez avec des limites de suite ou des limites, des limites plus ou moins sophistiquées. Et petit à petit, ces idées-là, elles vont venir à votre esprit. Mais il faut que vous les ayez vues quelques fois avant d'être à l'aise là-dedans. Donc pas de stress. Lisez bien les étapes, lisez bien comment j'ai trouvé ces idées-là. Et puis après, petit à petit, on finit par apprendre. Alors, je continue ma preuve. Donc si m est strictement plus grand que 1, ça ne peut pas être un minorant. Si m est dans 0,1, ça ne peut pas être un minorant. Donc pour tout m strictement positif, ça ne sera pas un minorant. Donc pour tout m strictement positif, m ne minore pas x. Conclusion, 0 c'est bien le plus grand. Donc 0 est le plus grand. Donc la borne inf de x, c'est bien égal à 0. Et on a fini avec cet exemple. Dans la première partie de la vidéo, nous n'avons utilisé que la définition non formelle de l'inf et du sup. On disait à chaque fois c'est le plus petit des majorants ou le plus grand des minorants. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple qui utilise la caractérisation du sup ou de l'inf. Alors je vais vous donner qu'un seul exemple, parce que je considère que c'est pas forcément fondamental d'utiliser les epsilon pour ce type d'exercice, mais c'est quand même intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc je vais travailler avec un sup. Et je vous rappelle comment on caractérise le sup avec les epsilon. Donc vous avez que m égale sup de x. Si et seulement si c'est un majorant, ça veut dire que pour tout x appartenant à grand x, x est plus petit que grand M. Et c'est le plus petit des majorants, ça veut dire que si je le réduis un tout petit peu, ça veut dire que si je considère m moins epsilon, pour un certain epsilon strictement positif, m moins epsilon n'est plus un majorant, ça veut dire que vous allez pouvoir trouver un x dans grand X qui va se trouver au-dessus strictement que m moins epsilon. Alors si cette chose vous est étrangère, je vous renvoie vers ma vidéo concernant la définition de la borne sup et de la borne inf où je réexplique ceci avec beaucoup plus de détails. Donc nous on va jouer avec cette définition. Alors on va reprendre l'exemple qu'on a vu au tout début de la vidéo, où on avait montré que sup de 0,1 vaut 1, mais cette fois-ci,
on va le démontrer avec les epsilon. Il faut donc montrer cette chose-là dans ce cas de figure. La première chose à faire, c'est de transcrire la théorie qui est ici dans notre cas pratique. Alors vous voyez ici l'ensemble grand X, ça sera 0,1. Donc on va mettre 0,1 ici et 0,1 là. Et puis le grand M, ben ça sera 1. Donc on va falloir mettre 1 ici et 1 là. On va l'écrire. On veut montrer que pour tout X dans 0,1, X est plus petit que 1. Et on veut montrer que pour tout epsilon positif, il va exister un X dans 0,1 tel que 1 moins epsilon est strictement plus petit que X. Donc il faut montrer ces deux choses-là pour montrer ça. Ici, il y a une phrase qui est complètement évidente, regardez. Si vous prenez n'importe quel X dans l'intervalle 0,1, bah vous avez automatiquement que X est plus petit que 1. Donc, je vais appeler 1 et 2 ces phrases. Donc 1 est automatiquement vérifié. Il n'y a pas de preuve à faire. La chose sur laquelle on doit se concentrer, c'est cette seconde phrase. Il faut montrer que cette phrase est toujours vraie. Alors essayons de la lire ensemble. On se donne un epsilon positif. Alors la quantité 1 moins epsilon doit pouvoir être dépassée par un x, dépassée strictement par un x qui est dans 0,1. Pour tout epsilon strictement positif, la quantité 1 moins epsilon doit pouvoir être strictement dépassée par un élément de 0,1. Voilà ce que ça veut dire, cette chose-là. Alors on va regarder sur un dessin. Donc là on met notre intervalle, 0,1, et on va regarder 1 moins epsilon. Alors, epsilon est strictement positif, hein, donc quand vous enlevez du epsilon, vous avez par là. Imaginons par exemple que 1 moins epsilon tombe ici. Ah bah ouais, c'est strictement dépassé par 0. Et 0 est un élément de 0. Ça a l'air de marcher lorsque epsilon est assez grand. Si maintenant mon epsilon, 1 moins epsilon tombe ici, ah bah oui, ça marche aussi. Si je prends un élément au milieu là, il va être strictement dépassé par... il va strictement dépasser 1 moins epsilon. Et vous voyez là, l'argumentaire que je suis en train de faire sur le dessin, il correspond exactement à l'argumentaire qu'on a employé pour démontrer ceci, mais avec l'autre définition du sup. Et vous allez voir qu'il y a un parallèle complet entre les deux approches. Alors allons-y, on a deux cas de figure. Soit epsilon est assez grand. Qu'est-ce que ça veut dire assez grand? C'est-à-dire qu'on a poussé au-delà de 1, et puis on a grandi, enfin on a poussé vers la gauche. Donc c'est lorsque epsilon est strictement plus grand que 1. Donc premier cas, si epsilon est strictement plus grand que 1. Alors qu'est-ce qui se passe? On va regarder ce 1 moins epsilon. Moins epsilon, eh bien c'est plus petit que moins 1. Et donc 1 moins epsilon, c'est strictement plus petit que 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Alors, je vais le réécrire que ce soit plus joli. 1 moins epsilon, strictement plus petit que 0. On vient de montrer que 1 moins epsilon est strictement plus petit qu'un élément, 0, qui est dans 0. Ça marche. Alors on fait une sorte de petite synthèse de ceci. Donc, pour tout epsilon strictement plus grand que 1, il existe un x, ici c'est 0, qui appartient à 0,1, vérifiant 1 moins epsilon strictement plus petit que x. C'est le cas facile, exactement comme le premier exemple que je vous ai donné dans la vidéo. Ensuite, deuxième cas de figure. Là, c'est quand on ne pousse pas trop le epsilon. Donc le 1 moins epsilon va tomber ici. Donc c'est lorsque epsilon est strictement positif et plus petit que 1. Alors le 1 moins epsilon, ici, il y a de la place à ce niveau-là. Alors on a envie de trouver un x qui le dépasse. Et sur le dessin, on va se mettre au milieu des deux. Alors si on cherche le milieu, il faut faire 1 moins epsilon plus 1 sur 2. Alors si on calcule un petit peu, ça va faire 2 moins epsilon sur 2, ça va faire 1
moins epsilon sur 2. Alors, effectivement, hein, 1 moins epsilon est strictement plus petit que 1 moins epsilon sur 2. Bon, je ne fais pas les détails, hein, vous pouvez le faire vous-même en faisant en comparant epsilon et epsilon sur 2. De plus, 1 moins epsilon sur 2 appartient à l'intervalle 0,1. Alors ça peut être à peu près évident, hein, vous prenez 1, vous le décalez un tout petit peu, et vous restez encore dans cet intervalle. Là encore, il faudrait faire une preuve propre, mais je ne veux pas rallonger encore la vidéo, donc je considère que c'est une affirmation évidente, mais il faudrait faire des détails. Donc on a ceci et cela. Donc on a montré que 1 moins epsilon pouvait être strictement dépassé par un élément de 0,1, ce qui va répondre positivement à cette phrase-là. Donc on fait la synthèse. Donc pour tout epsilon qui est coincé entre 0 et 1, strictement 0, il existe un x, ici c'est 1 moins epsilon sur 2, qui est un élément de 0,1, vérifiant 1 moins epsilon plus petit strictement que x. Donc, lorsque epsilon est plus grand que 1, vous savez qu'il existe un x qui dépasse strictement. Lorsque epsilon est compris entre 0 strict et 1 large, vous savez qu'il y a un x qui dépasse strictement. Donc, quand vous êtes là ou quand vous êtes là, ça marche tout le temps. Donc, ça marche aussi pour tous les epsilon strictement positifs. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un x dans 0,1, tel que 1 moins epsilon est strictement plus petit que x. Donc 2 est vérifié. Et on vient de démontrer avec cette caractérisation du sup ce résultat que l'on avait déjà démontré avec une autre approche. Alors dans cette vidéo, je vous ai appris comment attaquer un problème du type on vous donne un x avec une formule, puis deviner visuellement quel est le sup et l'inf. Donc le sup c'est le truc le plus à droite, ou l'inf c'est le truc le plus à gauche. Et puis une fois qu'on a trouvé ça visuellement, le démontrer formellement. Alors vous avez vu, il y a plusieurs niveaux de rédaction pour montrer que l'objet qu'on a trouvé est bien sup ou un inf. Vous avez une rédaction semi-formelle, c'est-à-dire qui fait intervenir du visuel dans la démonstration, et une démonstration qui est purement formelle. Alors vous dites peut-être, oui mais moi je dois faire quoi en vrai? Je dois utiliser laquelle? Eh bien ça va dépendre de vos enseignants en fait. Si vous êtes dans une filière plutôt de maths appliquées, il est très peu probable que vous embêtez avec les démonstrations formelles. Donc on vous dirigera soit sur le fait de comprendre intuitivement ce que c'est le sup ou l'inf, soit de faire une démonstration semi-formelle. Par contre, c'est possible que si vous êtes en prépa ou en licence, on vous demande des démonstrations formelles. Si vous avez un doute sur le niveau de rédaction, n'hésitez pas à demander à vos enseignants. Ça sera vraiment important pour vos examens que vous ne fassiez pas une démonstration monstrueuse et inutile, ou bien à l'inverse, que vous fassiez une démonstration en une ligne alors qu'on attendait de vous beaucoup plus. Demandez vraiment à vos enseignants quelles sont les attentes. Maintenant, est-ce que ce type d'exercice sert vraiment à quelque chose? En fait non, c'est surtout des exercices pédagogiques, pour vous mettre dans le crâne la définition de l'inf et du sup, et puis pour vous entraîner petit à petit à faire des démonstrations qui sont loin d'être évidentes. Si vous avez eu du mal avec certains endroits, je l'ai déjà dit, en particulier avec la partie entière ou avec les epsilon, ne vous inquiétez pas, c'est des objets que vous reverrez à nouveau, en particulier en étudiant les suites. Dernière chose, vous avez le choix entre utiliser la définition du sup ou de l'inf de manière non formelle, c'est-à-dire le plus petit des majorants ou le plus grand des minorants, ou celle avec les epsilon. Je vous laisse comparer les deux, vous avez deux modèles. Personnellement, je trouve que les epsilon, c'est pas vraiment pertinent dans ce cas de figure. Je vous l'ai mis pour vous montrer comment ça marchait.
mais ça alourdit encore plus la rédaction. Les epsilon, je pense que c'est très utile lorsqu'on combine des sup et des inf avec des suites ou des limites de fonction, limites de suite. Voilà, très bientôt je ferai une autre vidéo, mais cette fois-ci avec des exemples plus abstraits. Ce que j'appelle plus abstrait, là je vous donnais un ensemble concret entre guillemets. La vidéo qui suivra sera axée sur des formules du genre montrer que si A est inclus dans B, alors sup de A est plus petit que sup de B. Et vous voyez là, il n'y a plus d'expression pour A et B. Et paradoxalement, les exemples abstraits sont plus faciles à traiter que ces situations-là, lorsqu'on veut faire une démonstration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre ce type d'exercice, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.